d'être à l'étranger et de voir que ton compte Amazon te rapporte de l'argent pendant que tu profites de tes vacances. Franchement, pour l'avoir vécu quelques fois. Et il y a des fois où tu te dis, bah, ah ouais, cette nuit, j'ai gagné bien. Bon, aujourd'hui, on va louer une jet ski, on va faire un tour. Bienvenue dans Phoenix TV et aujourd'hui on accueille Julien qui est notre premier vendeur sur Amazon dans le podcast. Comment tu vas Julien? Ravi d'être là, super, nickel. Nickel. Tu connais un petit peu le concept du podcast ou pas? Un petit peu. Ok. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Phoenix TV, on va revoir le parcours de notre invité en allant le plus possible dans le côté mindset. Qu'est-ce qui s'est passé dans les différentes étapes que tu as connues pendant ta jeunesse jusqu'à maintenant? Comment t'es arrivé jusqu'à être vendeur sur Amazon, etc. Et on va essayer de se pencher sur les échecs, les réussites, les différents blocages, etc. C'est ça qui nous intéresse, de voir comment tu t'es sorti de ces situations. Ok? Ok. Bon, nickel. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bah, avec plaisir. Bah, du coup, je suis Julien, je suis du sud de la France, un petit village. Pas forcément prédestiné à l'aventure Amazon. T'es pas de Lille, là, avec ton accent, là? Ouais, pas vrai, non. Non, pas trop. Lille, mais l'île du Sud, ouais. Ouais, l'île du Sud, ouais. Mais ouais, non, sinon, ben voilà, je suis tombé par hasard, entre guillemets, sur les vidéos d'Olivier il y a quelques années maintenant. Et ben, en s'y penchant un peu plus, je me suis lancé dans la formation et de fil en aiguille, je suis devenu vendeur sur Amazon depuis 2022. Ok. Alors, on va reprendre pas mal de choses. C'est quoi on va dire, ton enfance, elle était comment? Moi, j'ai une enfance classique, pas forcément atypique. J'ai grandi dans un petit village. Bon, l'école, j'étais pas le meilleur à l'école. Ouais. J'étais pas le pire, mais j'étais pas le meilleur. Beaucoup de mal avec la concentration et l'autorité. J'ai toujours eu du mal avec l'autorité. Ça, vous le mettrez en commentaire, mais j'ai l'impression que c'est un truc de Phoenix qui revient quand même relativement souvent. Problème de concentration et problème sur l'autorité, ça arrive quand même assez souvent. J'aurais pas pu faire l'armée, hein, ça c'est clair. Et après, ben, je me suis lancé dans le travail. Enfin, j'ai fait des études d'abord. Non mais attends, t'excite pas, on va reprendre un peu plus en détail, hein, t'inquiète pas. Donc là, l'enfance, est-ce que tu savais déjà un petit peu ce que tu voulais faire quand t'étais genre en primaire, début de collège ou pas du tout? Bah après, comme la majorité des petits garçons de ma génération, je pense qu'on voulait tous être footballeurs ou sportifs de haut niveau. Bon, c'est vrai que j'avais pas du tout les capacités pour être footballeur pro, mais non, franchement, j'étais assez perdu dans mon objectif de vie entre guillemets. Je savais pas trop où aller, je savais pas trop dans quoi faire. Il y avait des métiers qui m'intéressaient, mais bon, c'était pas non plus le rêve de ma vie. Ouais, c'était quoi, par exemple? Le bâtiment, ça m'intéressait beaucoup. C'était quelque chose qui me plaisait. D'ailleurs, c'est la voie que j'ai empruntée quelques années. Et dans un coin de ma tête, je voulais être pilote de course, mais pareil, j'avais pas l'argent qui pouvait assumer. Ouais, j'avoue, ça c'est chaud. Ouais, c'est des métiers où il faut être très fort et avoir un peu de monnaie de côté pour se lancer déjà. Et d'ailleurs, hein, sur Phoenix TV, pensez à vous abonner parce qu'on a eu un pilote de vélo, Mathis, qui est venu ici. On aura aussi bientôt des pilotes de moto professionnels qui seront là, donc il faudra que tu loupes. On va pas louper les épisodes. Et vous non plus, hein, pensez à vous abonner et mettez un commentaire si vous avez des idées d'ailleurs de personnes que vous voulez voir dans le podcast. Tu m'as enchaîné? Bah, du coup, voilà, j'avais cette route entre guillemets qui m'attendait, donc j'ai essayé le bâtiment, ça me plaisait, c'était quelque chose qui m'intéressait. J'avais fait des stages de 3e déjà, histoire d'avoir une petite idée. J'avais travaillé avec des petits artisans de mon village. Donc c'était vraiment la maçonnerie traditionnelle. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et dans un coin de ma tête, je m'étais dit pourquoi pas continuer dans le bâtiment, mais plutôt dans le bâtiment un peu plus généralisé dans le sens où de faire génie civil ou travailler pour l'État quoi entre guillemets, pour une société mais qui travaille pour l'État du style Vinci tout ça, faire génie civil dans ces boîtes là. Et mais du coup j'ai suivi un bac professionnel pendant 3 ans à Aix-en-Provence que j'ai obtenu avec mention, donc ça a aucun souci. Ah bah tu vois, au final ça s'est décanté. D'ailleurs comment ça se fait que ça s'est décanté sur ce type de spécialité alors que quand t'étais on va dire en primaire ou au collège t'es pas foufou? Qu'est-ce qui a changé? Bah je sais pas vraiment comment c'est venu. Ça a été une prise de conscience entre guillemets où je me suis dit que de toute façon il faut quand même un minimum d'études et de diplômes pour pouvoir entrer dans certains milieux. C'est pas le cas pour tous les milieux, mais en tout cas dans ce milieu-là,
si tu veux essayer de grimper les échelons assez rapidement, c'est un peu la base, entre guillemets. Donc, voilà, je me suis, entre guillemets, résigné et concentré un peu plus sur l'école. Ok. Et voilà, j'ai réussi à avoir mon diplôme avec mention haut la main, entre guillemets. Ça se la raconte, ça y est. Oh la main, quoi, carrément, quoi. D'accord. Et donc, après, il se passe quoi? T'as ton diplôme? Ouais, et du coup, sorti de diplôme, je postule dans des écoles pour faire le BTS dans cette voie-là. Et pile poil à ce moment-là, manque de chance, c'était la crise du bâtiment. Donc, il y avait beaucoup plus de sociétés qui débauchaient plus qu'ils embauchaient. C'était quelle année, ça? 2010, non, 2012. 2012 ou 2013 2012 si je dis pas de bêtises. Et j'étais accepté dans la majorité des écoles où j'avais postulé, sauf que moi j'aurais aimé faire alternance pour gagner un peu d'argent. J'avais déjà la pas du gain entre guillemets. Et c'était liste d'attente sur quoi que non, je dis bêtises. Pour l'alternance, on m'avait dit si vous avez trouvé une société qui vous prend, on fera en sorte de vous prendre. Sauf que comme c'était la crise, les sociétés n'étaient pas trop chaudes pour embaucher des alternants. La plupart avaient déjà eu des soucis avec les alternants, donc du coup ils avaient pas trop envie de se remouiller encore une fois. Et j'ai postulé pour faire en continu du coup, pas d'alternance mais toute l'année à l'école. Et là c'était 2 ans d'attente. Donc ça m'a grave démotivé, quoi. J'avais pas envie de faire 2 ans autre chose de ma vie et revenir 2 ans après à l'école, quoi. C'était compliqué. Donc tu l'as fait en... Donc du coup, j'ai rien fait. J'ai coupé les études et j'ai commencé à travailler par des petits boulots basiques, entre guillemets. J'ai fait émission d'intérim. J'ai fait pas mal de petits boulots différents. Et là, à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est... bon, donc du coup, là, à ce moment-là, tu voulais bosser dans le bâtiment, ça se fait pas. Tu trouves ces petits boulots. C'est quoi un petit peu l'état d'esprit que tu as là-dedans? Là, t'es comment? Je suis plutôt pas très content parce que malheureusement, je trouve pas forcément des boulots qui m'intéressent. C'est beaucoup les boîtes d'intérim, ceux qui ont déjà fait des boîtes d'intérim. C'est souvent la préparation de commandes, travailler en usine. Même j'avais trouvé des petits boulots dans le bâtiment, mais c'était vraiment au fond de la tranchée avec la pioche et vas-y, pioche toute la journée, quoi. Donc, pas des choses qui m'intéressaient plus que ça. Ça m'a aussi permis de savoir ce que je ne voulais pas. Et ça, je pense que c'est assez intéressant de savoir, d'avoir de mauvaises expériences, ça apprend aussi, dans le sens où tu sais ce que tu veux pas à l'avenir et tu te diriges un peu plus vers ce que tu veux. Donc, ça m'a quand même servi, malgré que c'était pas forcément la joie. Mais voilà, j'en ai retiré, au lieu d'en garder que le négatif, j'en ai gardé aussi du positif dans le sens où ça m'a appris certaines valeurs, notamment que malheureusement, il y a des gens... Alors, il faut des métiers pour tout le monde, j'ai aucun problème avec ça. Mais il y a des métiers qui sont vraiment pas valorisants. Et personnellement, j'avais pas du tout envie de ça pour mon avenir, en fait. J'avais pas du tout envie de faire du travail à la chaîne, de travailler en usine toute la journée. C'était vraiment quelque chose qui me déplaisait. Je l'ai fait parce que, il faut dire aussi un peu grâce à mes parents, parce que bon, ils m'ont bougé le cul pour pas que je passe 2 ans à rien foutre. Ce qui est normal, hein. Donc, j'avais envie de gagner mon argent, il fallait que je me paye ma voiture, il fallait tu travaillais, enfin, t'étais encore chez eux à ce moment-là? Ouais, à ce moment-là, j'étais encore chez eux, donc il fallait que je me paye ma voiture, mon assurance, mon essence, comme tout le monde, entre guillemets, hein. Alors, attendez, on va rigoler, là. C'était quoi la voiture? Parce que, alors c'était quoi la voiture que tu t'es acheté? La Clio 3. Un Clio 3, ah, ça va. Je pensais que t'allais me dire, j'ai acheté un truc, c'est l'erreur qu'on fait tous. C'est-à-dire que quand t'es là, que tu gagnes un peu tes premiers sous, et que t'as pas forcément beaucoup de dépenses, tu vas acheter une voiture qui est beaucoup trop chère par rapport à... Ah, je suis resté raisonnable. J'avais mon père qui m'a calmé. Moi, je voulais m'acheter une voiture un peu plus haut de gamme. Voilà, t'as reposé la question. Qu'est-ce que t'aurais acheté si jamais il n'y a pas ton père qui t'aurait... J'aurais tapé dans les Golf GTD ou quelque chose comme ça. Moi, c'est pas non plus une Lamborghini, mais... Ouais, c'est une bonne bagnole de branleur, quand même. C'est sympa, c'est un peu joli et ça marche un peu. Voilà, on revient au même, comme d'habitude. Ça, c'est important. Ok, d'accord. Un Clio 3, ok. Mais bon, après aussi, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir des parents qui ont des jeunes, ils m'ont inculqué les valeurs de l'argent, entre guillemets. Et alors, ils m'ont pas expliqué qu'il fallait être radin dans la vie, mais entre guillemets, savoir mettre de l'argent de côté, quoi. Il y a beaucoup d'entre guillemets dans son histoire. Fais gaffe, il y a beaucoup de guillemets. Entre guillemets, tu dis quand même toutes les 2 phrases. Fais gaffe, pas trop le dire non plus. Mais oui, c'est vrai que mes parents m'ont appris à essayer de gérer mon argent sans trop dépenser, quoi. Ok, ça c'est une bonne chose. Ouais, ils m'ont aussi
Quand j'étais plus petit, je devais avoir 10-11 ans, mon père, il me disait, si tu me laves la voiture, je te file 5 balles, tu vois. Ah, ça c'est bon ça. J'avais lavé la voiture et pour 5 balles, je travaillais comme un Chinois. Ah, c'est bon ça, ouais, mais au moins ça permet Ah, mais ça d'avoir. apprend la valeur de l'argent et je pense que c'est des bonnes choses, c'est des bonnes valeurs et tu sais que l'argent ne tombe pas du ciel et qu'il faut Ah, c'est une travailler bonne pour chose avoir de ça. l'argent. C'est une bonne chose. Donc là, tu passes combien de temps là, sur la période où tu fais des boulots pas terribles? Ah, j'ai passé quand même au moins 2 ans et demi. Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais. Bref. En fait, je savais plus vers quoi me diriger, j'étais perdu. Et malgré que c'était des boulots pas forcément très intéressants, l'intérim, t'es plus ou moins bien payé pour ce que tu fais, parce que Ouais, du coup, ils te payent aussi tes vacances, enfin tes congés payés dans ouais, ton t'as les salaire. 10% de plus là. Donc, tu as des salaires qui peuvent être sympas, mais j'étais perdu, je savais plus où aller, je savais plus dans quelle boîte postuler, je savais pas vraiment quoi faire. Et grâce à une mission d'intérim dans une société qui installait des couvertures de piscine électriques, ça ressemblait un peu au store sur les piscines là. Et j'ai fait une mission d'intérim chez eux. C'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Enfin, ça me rapprochait un peu du bâtiment entre guillemets. J'ai été embauché par le patron. Et là, j'ai eu un CDI, du coup, je suis resté 2 ans et demi aussi dans cette boîte. Ah, pas mal. Ouais. Et là, à ce moment-là, t'as ton CDI, c'est quoi un peu ton état d'esprit? Tu te dis quoi? Bah, j'étais assez bien, je me suis fait quelques amis dans cette société, le travail me plaisait plus ou moins quand même. Et j'avais même des ambitions d'évoluer dans la société. Alors, c'était une petite boîte, c'était pas non plus une multinationale, mais le système de cette société me plaisait beaucoup et j'avais envie d'évoluer, notamment vers le poste de commercial. Ça me plaisait beaucoup, j'ai toujours eu cette fibre un peu commerciale et ça m'aurait plu de passer commercial. Je me suis un peu plus impliqué dans la boîte, j'ai voulu en tout cas. Et quand j'en ai parlé au patron en lui disant que j'avais envie de m'impliquer un peu plus, avoir plus de responsabilités et éventuellement faire le commercial pour lui, bizarrement, il s'est un peu braqué, il n'a pas forcément acquiescé mon idée. Et on est venu quelques temps plus tard un petit clash qui a refroidi un peu l'ambiance. D'accord. Ouais. Et du coup, j'avais un peu les glandes parce que j'avais pas pour ambition de rester entre guillemets en bas de l'échelle toute ma carrière, quoi. J'avais envie d'évoluer, j'avais envie de passer à autre chose. Et il m'a un peu coupé l'herbe sous le pied, donc je l'avais un peu en travers, quoi. Et après, il se passait quoi, du coup? Après, comme un accord, on a trouvé que je parte. Ah, t'es parti? Ouais, je suis parti parce que ça m'avait coupé un peu l'envie. Moi, j'avais envie qu'une chose, c'est de m'impliquer plus, d'avoir plus de Ouais. responsabilités et éventuellement de faire évoluer la société. Donc, son gagne-pain, quoi, lui aussi. Et sa réaction m'a fortement déplu. Donc, à partir de ce moment-là, j'avais un peu moins de motivation et ça s'est ressenti, je pense. Et à ce moment-là, on a trouvé un accord pour que je parte. Et je suis parti, entre guillemets, en bons termes. Ok. Et par la suite, j'ai réussi à rentrer dans une autre société de télécommunications. Pour pas dire Qu'on citera pas. qu'on ne citera pas. Et donc voilà, depuis maintenant 2020, je suis commercial pour cette société. D'accord. Ok. Alors, là, quand t'es parti du truc de piscine, Mhm. c'était quoi ton état d'esprit là-dessus, là? Parce que t'as dû quand même être méchamment déçu. Tu voulais Ouais. bien faire et au final, tu te fais un peu éjecter. Ouais, exactement. J'étais très déçu de la réaction de ce patron-là. Et encore une fois, ça m'a un peu démoralisé. Je me suis dit que le monde du travail, c'était assez compliqué aujourd'hui, je pense. Je pense que c'est devenu une généralité, même si on a l'ambition et peut-être les capacités, ou peut-être pas encore les capacités, mais au moins on a l'ambition d'évoluer et de se former pour évoluer. On nous coupe souvent l'herbe sous le pied et donc j'étais un peu dépité et je savais pas trop où aller et pour être transparent, c'est un peu mon père qui m'a pistonné dans la boîte où je suis rentré aujourd'hui parce qu'il avait de l'ancienneté. Bon, il m'a pistonné sans trop me pistonner, mais entre guillemets, il m'a recommandé à un manager qui m'a reçu et qui a cru en moi, que d'ailleurs je remercie si jamais il me voit aujourd'hui. Il m'a donné ma chance. Et aujourd'hui, j'y suis encore parce que Amazon ne me permet pas de vivre uniquement de ça pour le moment. J'espère d'ici les prochaines années pouvoir vivre de ce business-là. Mais voilà, c'est mon second job, c'est Amazon. Du coup, on arrive un petit peu sur ce sujet-là. Donc, tu es dans la boîte de télécommunication. Pourquoi? Parce que moi, je me pose la question, du coup, pourquoi t'es pas resté
dans la boîte de télécommunication, tranquille, et faire ta petite vie? Bah, tout simplement, encore une fois, parce que j'ai des ambitions assez, entre guillemets, élevées pour mon avenir. J'aimerais avoir des revenus un peu plus élevés et surtout avoir une liberté de temps, de m'organiser comme je veux. Pour moi, on a souvent l'occasion de discuter ensemble. Pour moi, alors bien sûr, je pense que beaucoup de gens, c'est pas une majorité, mais beaucoup de gens rêvent d'être millionnaires. Moi, ne serait-ce que sans être millionnaire, d'avoir tout le temps de faire ce que je veux de mes journées, pouvoir partir en voyage quand je veux, où je veux, tout en gagnant un minimum ma vie, entre guillemets, pour vivre correctement et un peu mieux que ce que j'ai aujourd'hui, ça serait bien. Je serais, pour moi, le roi du pétrole. T'as défini des objectifs assez précis ou pas? Ouais, mon premier objectif quand j'ai commencé l'aventure Amazon, c'était de gagner au moins 500 euros par mois sur une année. Sur la première année, j'ai fait 1000 euros par mois sur la première année de bénéfices nets après déduction des frais, ouais, des charges sociales, etc. Parce que tu as commencé auto-entrepreneur. J'ai commencé auto-entrepreneur. D'accord. Donc 1000 euros. Alors là, tu sais ce que je vais te dire. Hein. C'est pas un objectif, ça. Ça, c'est une résultante. Mais du coup, c'était pour faire quoi, ça? Ouais, c'était pour changer de vie et avoir plus de possibilités, compter un peu moins son argent à la fin du mois et plus de liberté, encore une fois. Alors, donne-moi un exemple. Parce que tu vois, c'est un bon exemple aussi pour les personnes qui regarderont ce podcast. Les objectifs, il faut qu'ils soient ultra clairs. Ça, c'est les fameux objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporels. Et tu vois, le fait de se dire, je gagne 500 euros de plus ou 1000 euros de plus par mois, bah ouais, mais pourquoi faire? Et c'est le fameux après, le pourquoi. Que souvent, il te faut 2 ou 3 pourquoi en question pour savoir. Si je te dis, voilà, demain, ouais, tu as 1000 euros de plus par mois, ça t'a permis de faire quoi? Plus de vacances. Enfin, de moins compter l'argent à la fin du mois, pouvoir faire plus de sorties avec ma femme et maintenant mon enfant, sans trop faire hyper attention à mes dépenses. Donc déjà ça. Après, je mets de côté parce que j'aimerais bien acheter une maison. Ça, c'est un objectif vraiment important pour moi. Et alors là, objectif ultime, ça serait m'acheter une voiture sympa parce que je suis passionné de bagnole, quoi. D'accord. Mais tu vois, ça, c'est des éléments où tu les définis, disant, voilà, il y a la maison dans X temps, la voiture dans X temps, mais il faut que ce soit précis. Le plus précis possible. Parce que plus c'est précis, plus tu sais combien tu dois atteindre, et plus tu sais le chemin que tu vas devoir mettre en place, et le chemin que tu vas devoir suivre, et les étapes que tu vas devoir mettre en place. Même maison, c'est trop large. Il faudrait que tu dises, je veux une maison dans X mois, X années, tel endroit, tel machin. Je peux te donner et ça, c'est super important. Une date. Si tout se passe bien, ma maison, on l'aura en 2026. Nickel. Voilà. Donc, tu vois, tu fais ça, et après, tu le fais à l'envers. Tu vois, tu dis, ouais, ça, donc il y a tant, donc il faut que je gagne tant d'ici là. Donc, comme il faut que je gagne tant, il faut que je mette ça en place, etc. C'est la meilleure méthode pour atteindre les résultats, tu vois. Et ça, c'est super important. Et je le dis aussi pour tous ceux qui regardent la vidéo parce que c'est un truc à chaque fois. 99% des cas, les objectifs, ouais, gagner X euros. Ouais, mais en fait, ça, c'est pas un objectif, c'est un résultat d'action, mais c'est pas vraiment ce qu'il faut, comme ça qu'il faut le voir. Après, mon objectif premier, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est quand même d'avoir la liberté ultime, entre guillemets, de pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux. Par exemple, pour ceux qui ont déjà vu certaines vidéos, ma femme est franco-américaine, elle a sa famille qui vit là-bas, ses parents, et de pouvoir aller plus souvent là-bas pour qu'ils voient leur petit-fils et tout en gagnant de l'argent, je pense que ça a pas de prix, quoi. Ouais, j'avoue, c'est cool. D'être à l'étranger et de voir que ton compte Amazon te rapporte de l'argent pendant que tu profites de tes vacances. Franchement, pour l'avoir vécu quelques fois, il y a des fois où tu te dis, bah, ah ouais, cette nuit, j'ai gagné bien. Bon, aujourd'hui, on va louer une jet ski, on va faire un tour. C'est ça, hein, si tu profites aussi, c'est top. Hein. C'est excellent. Et donc là, t'es dans la boîte, je reviens, donc t'es dans ton CDI. À quel moment tu fais le switch en disant, je lance un business? Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui t'animait déjà un petit peu, de base, la vente sur Internet, ou pas du tout? Alors, la vente sur Internet, pas du tout, pour être franc. J'avais quelque part en moi l'envie d'être patron, mais j'avais pas forcément prédéfini dans quel domaine. Et comme je t'ai dit en début de cette vidéo, je suis tombé entre guillemets par hasard sur une de tes vidéos et je me suis intéressé au sujet et j'ai regardé pas mal de tes vidéos jusqu'au moment où je me suis décidé à faire l'aventure Amazon. Après, c'est vrai que tu connais un peu mon histoire. Ma compagne franco-américaine,
Elle avait monté un business sur Internet là-bas. C'était pas sur Amazon, c'était sur Etsy, pour ceux qui connaissent. Et donc, du coup, quand elle est rentrée en France, elle avait déjà un business qui tournait assez bien. Bon, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, mais ça tournait déjà assez bien. Et le fait d'avoir ton exemple et le sien, ça m'a conforté dans le fait que c'est un business porteur et qu'il y a moyen de faire son trou là-dedans, quoi. Il y a une brèche qui s'est ouverte il y a quelques années. Je pense qu'il faut en profiter au maximum. Et parce que je pense que la brèche risque de se refermer dans quelques années, dans le sens où ça sera plus dur de s'insérer dans ce business-là. Il existera toujours, mais ça sera de plus en plus dur de faire son trou, en fait, je pense. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui se rendent compte qu'Internet c'est devenu hyper puissant, notamment pour le commerce, et il y a beaucoup de gens qui s'y mettent, quoi. D'accord. Et ton entourage, en dehors du coup de ta femme, quand tu leur en as parlé un peu de ce projet ou pas? Ouais, mais alors mes amis, pour la plupart, m'encourageaient. Ils m'ont tous dit franchement, vas-y fonce, de toute façon t'as rien à perdre, il faut essayer pour savoir dans la vie. Et côté famille, c'était un peu plus mitigé, voire sceptique. Alors, mes parents, ma mère, malgré qu'elle soit très inquiète et qu'elle soit un peu peureuse, on en a encore parlé il y a pas si longtemps. Pour elle, c'est quand même, elle avait cette ambition elle aussi de devenir patronne étant plus jeune, donc elle s'est retrouvée un peu en moi. Dans le sens où voilà, j'avais pas envie d'avoir un patron, j'ai pas envie d'avoir des ordres qui arrivent d'en haut. Donc sur ça, elle s'est retrouvée en moi, mais ça lui faisait peur. C'est pas la même génération, ils comprennent pas forcément que c'est quand même quelque chose d'assez carré et que ça tourne. Mais voilà. Après, mon père était sceptique, mais pas non plus hyper inquiet. Après, il n'est pas de nature très inquiète, mon père. Ouais, il a dit un peu, on verra quoi. Voilà, il a dit essaye, de toute façon, voilà, si t'as envie d'essayer, il faut que t'essayes, et si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, faudra que tu passes à autre chose, quoi. Et surtout que t'es encore salarié, donc le risque. Oui, il est minime, il est sécurisé, entre guillemets, parce que de toute façon, même si je gagne pas mon argent, au pire des cas, je perds ma mise, la mise de départ. Mais j'aurai toujours mon salaire pour avoir ma vie de tous les jours, quoi. Ok. Donc là, tu te lances. C'était donc il y a 2 ans. Ouais, 2 ans. 2020, juste après Covid. Ok. Ah, il y a 4 ans du coup. 4 ans, 2020. Ah, est-ce que t'as un peu. 2020, j'ai fait la formation. Ouais, t'as beaucoup traîné quand même. J'ai énormément traîné, dû au Covid aussi, parce que comme un peu bêtement, j'écoutais tout ce qui se disait à la télé, à la radio. Il faut pas ouvrir de société, c'est la fin, machin. Et puis finalement, de voir le business à ma compagne qui évoluait de plus en plus, je me suis dit pourquoi j'attends en fait. Et là, j'ai sauté le pas en 2022. Donc t'as traîné pendant 2 ans quand même. Ouais. Alors Même maintenant. 2021, je te dis une bêtise. Peut-être une grosse année, une année et demie. Ouais. Une bonne grosse année quand même. Fin 2021, je me suis lancé exactement. Ouais, donc t'as traîné quand même une grosse année. Ouais. Une année. Après, il y a eu aussi, pour moi, ce qui a été très compliqué, ça a été parce que tu le dis très bien dans ta formation, hein, de chercher le produit parfait ou une innovation. Je voulais avec un produit devenir multimillionnaire, Ouais. ce qui est un peu ridicule parce que c'est vrai que très souvent l'innovation ça te paye pas plus que ça. Après ça a payé pour certains. Mais c'est en fait le truc. Je le dis souvent, hein, mais une innovation, c'est pas notre boulot. Nous, on est des marketeurs. On est des vendeurs marketeurs. On n'est pas des innovateurs, des créateurs. Il y a des mecs qui sont spécialisés là-dedans. Tu sais, ceux qui font la foire de Paris, qui font, tu sais, comment ça s'appelle, le concours Lépine. Tous les ans, il y en a des fois sur les émissions, tu vois, c'est toujours les mêmes mecs. Tous les ans, ils ont une innovation parce que c'est leur truc d'innover. Je considère que, comme c'est moi un petit peu le meneur de tout ça, je suis pas dans cet état d'esprit, donc je pense pas que ça soit les gens qui me suivent en tout cas sont pas dans cet état d'esprit là non plus. C'est pas ça. Et l'expérience m'a montré que quand tu veux innover, enfin quand tu veux créer quelque chose qui n'existe pas, le risque il est beaucoup plus grand. Et quand on voit les personnes que moi je forme, toi c'est des profils qui sont quand même, toi t'es relativement jeune dans la Team Phoenix, tu vois, moins de 30 ans, il y en a pas non plus. C'est plus entre 30 et 45 ans. Donc c'est pas en adéquation avec la vie des Phoenix, tu vois, qui sont déjà souvent installés avec des enfants, etc.
Donc, je pense pas que ce soit la meilleure idée pour eux. Et ça, je trouve ça. D'ailleurs, je rebondis sur le fait que les Phoenix soient au-delà de la trentaine. Je trouve ça bête parce que plus on est. Maintenant que je suis papa et que je me rends compte un peu des responsabilités que ça apporte, je trouve ça bête de pas se lancer plus tôt, en fait. Parce que entre 18 et 20 ans, t'as pas forcément de responsabilité. Bon, il y a déjà des gens qui sont parents à 18 ans, mais bon, c'est pas une majorité, je pense. C'est bête de pas se lancer plus tôt, en fait, parce que t'as rien à perdre, tu as souvent un boulot ou au moins des revenus partiels. Et c'est bête de pas essayer au moins, parce que... tu sais pourquoi? En fait, c'est tout simple, hein. Je vais t'expliquer. D'ailleurs, ça va être super intéressant parce que c'est un truc de marketing. C'est pas que les jeunes se lancent pas, c'est qu'ils s'identifient pas à moi parce que j'ai pas leur âge. C'est juste une question de marketing. C'est une question. Quand on fait du personal branding comme je le fais, il suffit de voir quand on fait des événements. On mettra quelques images des événements. Quand tu vas dans un événement de la Team Phoenix, le profil des personnes est toujours à peu près le même. Et c'est toujours à peu près à plus ou moins 5-10 ans de mon âge, entre 30 et 45 ans. Il y en a plus d'hommes et les profils sont assez ressemblants aux miens. Pourquoi? Parce que quand tu vas, et vous mettrez en commentaire hein, si vous êtes d'accord avec ça, mais bon, c'est une loi immuable hein, du personal branding, hein, c'est comme ça. Tu vas, et c'est pas même pas le personal branding, c'est quelque chose qu'on a dans nos gènes. Tu vas aller plus vers des gens qui te ressemblent. Donc, quand tu vois un mec de 40 ans, si toi, tu as 40 ans, tu feras plus confiance qu'il te ressemble. Si tu vois, et à contrario, il y a plein de mecs sur YouTube, hein, j'ai des confrères qui ont 20 ans, qui font du e-commerce. Je suis certain que dans leur communauté, c'est plus les jeunes de 18 à 25 ans. Parce qu'ils s'identifient à leur vie. Parce que peut-être qu'à 20 ans, ils n'ont pas les mêmes envies non plus, et les mêmes ambitions qu'à 40. Tu vois. Donc à 20 ans, ça va être peut-être plus on va dire le flex, c'est-à-dire Dubaï, les grosses voitures, etc., etc., etc. Chose qu'à mon âge, ça devient secondaire. Et les mecs de 40 ans, et les Phoenix 7 et les Phoenix, à 40 ans, ils préfèrent le russe que la Huracan, tu vois. Ou le RS6 que la Huracan. Alors qu'à 20 ans, ça serait la Huracan. Ou ça serait Dubaï, ou ça serait, tu vois, ça serait les trucs comme ça. Donc c'est pour ça, en fait. C'est juste une question d'identification. C'est pas que les jeunes, il y en a beaucoup hein, déjà. Après, je dis ça, je parle de manière globale. Ouais, la majorité, ils ont 30, 45. On en a de 18 et on en a de 85. Mais ça reste minoritaire. C'est ça que je veux dire. Ouais, bien sûr. Mais je pense aussi que c'est un peu une question d'état d'esprit des jeunes d'aujourd'hui. Ils sont bouffés par les réseaux sociaux et ils rêvent beaucoup trop grand, je pense. Après, c'est atteignable. Hein. C'est atteignable, mais quand tu sais que 80 ou 90% de ce qu'il y a sur les réseaux, c'est faux. C'est une problématique. C'est que quand tu vois tout ce qui se passe sur les réseaux, la flex culture, c'est quelque chose, j'en parle souvent en story hein, sur Instagram. Moi, je me moque un peu de ça parce que ça me fait rire. Mais la flex culture, c'est quelque chose de négatif parce que c'est pas que c'est négatif, c'est que comment c'est présenté sur les réseaux, dans 80 ou 90% des cas, c'est faux. Les faux, quand ils sont dans des studios comme ici, en mode jet privé, alors qu'ils sont pas en jet. J'ai vu ça. Les meufs qui sont avec les sacs Louis Vuitton, alors qu'il y a que les sacs. Ils achètent les sacs sur Vinted ou Le Bon Coin, il y a que les sacs Louis Vuitton. Genre, t'as 30 sacs, mais t'as rien. Et ça, c'est problématique parce que ça donne une mauvaise image de la réussite. Et en plus, c'est tellement faux, tellement loin de la réalité d'un entrepreneur. Quand t'es entrepreneur, franchement, ton boulot, enfin, c'est de faire croître, c'est le cheminement de ton entreprise, c'est de voir, tu sais, c'est le chemin, c'est bien vivre, mais c'est pas acheter 40 sacs Louis Vuitton et voler en jet privé. Franchement, c'est 0,001% des gens, ça, tu vois. Mais la plupart des gens, ils font pas ça. Et ça donne une mauvaise image de l'entrepreneur après. Ouais, donc, moi, je suis pas trop dans cette vision. Mais en tout cas, oui, c'est atteignable. Tu vois, Lambeau, moi, j'en ai une. Ouais. Mais c'est pas, voilà, j'en ai une, je m'en branle, tu vois, envie de te dire, c'est pas. On voit les clés. Toi, t'aimes bien, mais c'est pas ça qui fait que je suis plus heureux, tu vois. Ça non, bien sûr. C'est pas un objectif en soi, c'était une étape. C'est une étape qui va bientôt s'achever. Et voilà, c'est tout. C'est comme ça. Mais donc, toi, t'es là, t'es salarié, tu veux quand même donc, plus de choses. Tu vois les vidéos, tu passes à l'action. Enfin, tu te formes, tu traînes. À quel moment ça se décante, ça se décante? Ben, du coup, un peu après Covid, je commence à regarder un peu des produits. Bon, je galère à trouver un produit qui me convient parce que je cherchais vraiment un produit parfait, comme je disais tout à l'heure. Et ben à ce moment-là, tu mets en vente une liste d'idées. Ouais, une liste d'idées. Ouais. Que je prends.
Et en fait, dans cette liste d'idées, bah, je tombe sur un produit qui m'attire un peu. Et je me renseigne, je regarde, donc je contacte des fournisseurs, etc. Et en fait, en cherchant pour ce produit, je tombe sur un autre produit qui, lui, m'a étonné qu'il y avait si peu de monde et autant de demandes. Donc, j'ai un peu réfléchi et en fait, j'ai arrêté de réfléchir. J'ai dit, de toute façon, il va falloir que je me lance avec un produit ou un autre. On en a un peu parlé ensemble, très, très rapidement. Et tu m'avais dit, ben, vas-y, essaye, de toute façon, t'as rien à perdre. Et j'ai essayé et ça a fonctionné. Mais surtout que tu avais validé quand même les éléments, c'est-à-dire la demande, l'offre, oui, bien sûr. Bah, la concurrence. J'ai utilisé Tu as utilisé Yum10, bien sûr. tu as utilisé tous ces éléments-là. Et comme je le dis, quand tu as utilisé tout ça, après, il y a des parties certification. Une fois que tu as tout ça, tu as 95% de chances de réussite. Ouais, c'est vrai. Ça dépend de ton offre, ça dépend de ton marketing. Mais en tout cas, le marché, il était là. Donc après, ça dépend si tu allais bien faire le truc ou pas. Et mais en tout cas, t'étais pas sur une mauvaise idée. Déjà, c'était déjà dans la liste. Donc c'était déjà une bonne idée qu'on ait déjà validée. Mais c'était une idée, c'est pas une offre. C'est deux choses différentes, tu vois. Après, c'était pas un produit de la liste. C'était un produit de la liste qui m'a orienté vers ce produit-là. C'est ça qui est fou, hein. T'as vu des fois les rebonds comme ça? Mais ouais, c'est vrai que j'étais hyper étonné que ce marché soit pas forcément plus pris d'assaut que ça. Et heureusement que j'avais Helium 10 parce que ça m'a permis justement, et ça je le redirai jamais assez, sans Helium 10 c'est hyper compliqué de faire les études de marché. Après il y a d'autres logiciels, mais je pense qu'Helium 10 c'est le plus puissant. Après j'en ai pas essayé beaucoup d'autres, mais, non, mais c'est un assistant, c'est tellement, enfin sans ça c'est dur de faire une étude de marché comme ça, quoi. Si tu regardes un peu les vidéos, tu te rends compte depuis 2024. Avant, je disais, ouais, c'est pas obligatoire. Depuis 2024, j'ai dit, c'est obligatoire. Le niveau des vendeurs, c'est pas qu'il a augmenté, mais les outils sont disponibles, sont beaucoup plus performants. Et de pas se servir des outils, pour moi, c'est doigt mouillé, tu vois. Ouais, mais c'est trop risqué. En fait, le problème, c'est que tu te dis, je vais économiser 80 balles par mois. Déjà, qu'en plus, on a des remises quand on est dans les Phoenix, on a 50% pendant 4 mois quand on a le programme, etc. Ce qui fait que bon, c'est 40 balles pendant 4 mois. Mais au bout d'un moment, tu peux pas te lancer dans l'e-commerce avec un budget trop faible. Tu peux commencer pour tester. Tu sais, moi, je le dis souvent. Oui, tu peux tester avec 100, 200, 300 balles, 400 balles, faire du générique. Stratégie hérisson. Stratégie du hérisson, tu testes. Mais ça, c'est un truc qu'on m'a reproché il y a 3-4 ans. Comme quoi, je disais, ouais, tu peux, limite, tu sais, on détourne facilement tes propos. En mode, ouais, tu dis que on va pouvoir devenir milliardaire avec 400 balles. J'ai dit, non, j'ai jamais dit ça. Je dis, je préfère lancer. Et toi, dans ta situation, c'était, et c'est la situation de 80% des gens, je préfère que les mecs qui se lancent avec 200 balles en générique, mais qui se disent, putain, ça marche, plutôt qu'ils se disent, ah, mais non, c'est trop risqué, qu'ils lancent jamais. C'est ça, en fait, l'objectif de ces stratégies-là. Mais évidemment, après, il faut mettre un budget plus gros pour faire les choses sérieusement, lancer sa marque, etc. Mais tu vois, le premier pas, je préfère qu'il soit avec 100 ou 200 balles que jamais. Oui, non, c'est sûr. Vaut mieux faire le premier pas, un petit pas, plutôt que de ne pas faire de pas du tout. Ouais. Ça, je suis d'accord avec toi. Clairement. Et ça me fait penser à ça. Tu sais, l'idée du rebond, c'est un truc que j'ai fait à chaque fois. Et j'ai un produit comme ça en 2020, c'était assez drôle. Je cherchais un truc dans les peignes, tu vois. Et je tombe sur un peigne anti-poux. D'accord? Donc, peigne anti-poux, etc. Je commence à développer ça. Donc, je le vends. C'est un des 10 derniers produits que j'ai fait, à peu près 10-15 derniers produits, qui a jamais été numéro 1 des ventes. Tous les autres ont tous été numéro 1 des ventes, mais lui, j'ai été toujours au numéro 2. J'ai jamais été foutu de le mettre en numéro 1. Bref, c'est la petite parenthèse. Et grâce à Helium 10, par hasard, en cherchant anti-poux, je tombais sur les poux des poules. C'est les poules, elles peuvent avoir des poux. Ouais. Et je tombais sur la terre de diatomée. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo il y a assez longtemps, où je vendais de la terre de diatomée. Et c'est un truc où tu t'es dit, tu vends de la terre. Et c'est un truc où on avait axé le marketing sur les poules. Et ça avait cartonné. Jusqu'au jour où le producteur qui était en France, c'était à 50 bornes de chez moi où j'habitais avant, il a vu qu'on en vendait bien sur Amazon. Il a dit, bah les gars, j'arrête de vous le vendre, et il l'a vendu en direct sur Amazon, ce petit enculé. Sauf que lui, comme il n'avait pas les stratégies marketing, il s'est planté. Il l'a fait pendant quelques mois, puis il a arrêté. Yeah. Tu vois. Après, c'est un job, ça, tu le dis souvent, et je le répète aussi assez régulièrement. Amazon, vendeur sur Amazon, c'est devenu un métier. C'est pas. Tu peux pas. Personne peut. Pas tout le monde peut se lancer comme ça du jour au lendemain, quoi. Sans connaissance et sans les méthodes, c'est devenu. Et sans les outils, franchement, il faut faire autre chose. C'est devenu trop complexe maintenant pour. Alors c'est pour ça que toi, tu disais que le marché, il risque de se fermer. Bah en fait, moi, je pense que la barrière à l'entrée va être de plus en plus haute, mais je pense que le potentiel il sera toujours là. Parce que quand tu regardes, tu sais, tu tapes des mots clés. Tu tapes des mots-clés de trucs relativement basiques. En plus, toi, tu vends des produits qu'on trouve partout, tu vois. Ouais. J'ai envie de te dire.
C'est même pas des trucs, c'est des produits qu'on trouve partout. Et quand tu vois le potentiel sur Amazon, il n'y a pas tant que ça de monde. Ouais. Et en fait, il y a plein, mais des trucs comme ça, il y en a des millions. Après, c'est parce que je pense, hein, c'est parce que c'est un produit qui est soumis à pas mal de restrictions et que les gens, ça leur fait peur. Alors que c'est juste un peu plus de travail en soi, c'est pas non plus. Il faut pas sortir de Saint-Cyr, hein, il faut juste bien se renseigner, prendre les bonnes infos et chercher le bon fournisseur. Et c'est pour ça que je te dis, je pense que le marché sera toujours là, mais il va évoluer. Et on aura vraiment ceux qui ont les Oui, non, compétences et les connaissances ça s'arrêtera jamais, ça je suis d'accord avec toi. qui vont vraiment se détacher. Je Et suis comme d'accord dans avec tout, toi. hein, tu vois, mais c'est vraiment important. Et à partir de ce moment-là, donc là, tu t'es lancé, t'as lancé ton produit. Comment ça s'est passé un peu au début? Mais le premier mois, j'avais pris, alors ma première commande c'était 500 pièces. Et comme par hasard, je partais en voyage chez mes beaux-parents en Amérique. Et le premier mois, j'ai vendu tout mon stock. Mais non, 500, t'en as vendu Les le premier mois 500 le premier mois. À l'arrivée à la moitié du mois, je vois que j'avais le stock qui partait à vue d'œil. J'ai recommandé de suite et j'ai recommandé le double. J'ai commandé 1000. Et le premier mois, j'ai liquidé mon stock. Je crois que j'avais pas fait 500 exactement. Je crois que j'ai fait 490. Un truc, à 10 près, je les ai tous vendus, quoi. C'était au prix, t'étais en phase de montée ou c'était en termes de prix ou c'était plein J'ai pot? pas arrêté de le monter. Au début, je le vendais 15 balles, je crois. Et à la fin, pour pas tomber en rupture de stock, j'avais augmenté le prix. J'étais à 21 ou 22 balles et il se vendait encore plus. Je savais pas comment faire pour l'arrêter et je me suis dit, putain, si je tombe en rupture de stock, ça va me faire chuter dans les termes de recherche, etc. Donc, j'ai mis la pression à mon fournisseur pour qu'il m'en renvoie vite. Et au final, j'ai réussi à pas tomber en rupture, mais ça a été limite, quoi. Et quand t'étais aux États-Unis, que tu voyais que ça se vendait, c'était quoi un peu ton état d'esprit là? Ah, j'étais fou. Je voyais ça. Et en plus, j'avais mes beaux-parents qui vendaient sur Etsy, qui étaient un peu frileux d'aller sur Amazon, parce que c'est vrai qu'il y a un peu plus de frais sur Amazon que sur Etsy. Mais j'arrêtais pas de leur dire, mais vous vous rendez même pas compte, le Etsy, ok, il y a du monde, il y a du public qui vient voir. Sur le marché américain, c'est balèze quand même. Ça marche très bien. Mais Amazon, c'est une institution en Amérique. Il faut savoir qu'Amazon, en Amérique, tu vois toute la journée des camions Amazon passer. Des livreurs Amazon. C'est vraiment une institution. Ils se font livrer leurs courses, leurs salades par Amazon, là-bas. C'est vraiment une institution. Et je leur ai dit, mais vous rendez pas compte de la puissance que c'est Amazon, de la publicité que ça va pouvoir vous apporter et la visibilité. Vous avez peut-être, je sais pas moi, 20 millions d'Américains qui regardent Etsy. Sur Amazon, c'est 250 millions, parce que c'est quasiment la majeure partie des Américains qui achètent sur Amazon. Et ils me disaient, ouais, mais bon, t'as vu, entre les frais qu'ils te prennent et tout machin. Et vous voyez le côté négatif des Ouais. frais et pas Et je les lui gains. disais, regarde, j'augmente. Tous les jours, j'ai augmenté. Et à chaque fois, je disais, regarde, aujourd'hui, j'en fais encore plus. Ah, mais regarde, aujourd'hui, j'en fais encore plus. Et à la fin, ça les a convaincus. Et grâce à ça, ils se sont lancés sur Amazon aussi avec ma compagne. Et aujourd'hui, ils sont en phase de fermer Etsy et de rester que sur Amazon. Ah, carrément. Ah oui, ça marche hyper bien. Ils ont explosé leur marché sur Amazon. Ça, Ils c'est bon, sont pas numéro 1, mais pas loin. Et je pense qu'ils ont presque le monopole du marché sur le business dans lequel ils se sont lancés. Putain, c'est bon ça. Ouais, ils sont aux alentours ça dépend des jours, mais entre 60 et 100 ventes par jour. Entre 17 et 20 balles par produit. Ouais, c'est pas Donc mal. ça fait ça commence à être sympa, quoi. Surtout que c'est un produit de niche ultra niché, quoi. C'est ultra niché Et c'est pas une mauvaise stratégie, hein. C'est ce Non. que je t'avais dit, hein. Il vaut Ouais. mieux être le gros poisson d'une petite marque qu'une Ouais. sardine dans un océan. Non, mais ça c'est clair. Mais alors pour être franc, même moi, j'étais pas non plus hyper convaincu par leurs produits. Je disais c'est hyper niché, qui c'est qui va acheter ça et tout machin. Et au final, il s'avère que, en fait, c'est devenu presque un objet de mode, sans dire exactement ce que c'est le produit. C'est presque devenu un objet de mode, dans le sens où ces clients, ils ont plusieurs modèles différents du même produit. Et ils sont hyper contents, et ils changent tous les jours de modèle, et c'est aussi, donc ils ont des clients réguliers. Ils ont des clients parce qu'aussi, c'est un produit où ils changent souvent le modèle. Et donc, du coup, il y a des clients qui n'arrêtent pas d'acheter. Ils ont 10, 15, 20 modèles différents, quoi. Ouais, c'est bon, ça. Et c'est vraiment un truc, honnêtement, j'y croyais pas. Et quand je vois ce que c'est aujourd'hui, putain, j'hallucine. C'est ouf, ça. Ouais. Donc, toi, t'arrives, ça vend le premier mois, tu recommandes. Et à partir de ce moment-là, voilà, je me doute, hein, je pense que vous doutez tous. Quand tu vois ça, t'en vends 500 le premier mois, t'as tout ton stock qui part. Donc, t'es content, évidemment, mais au niveau de ta stratégie, au niveau de ton état d'esprit sur le après,
il y a des trucs qui changent ou pas? Oui, parce qu'au début, je m'étais dit, bon, je vais avoir un produit, je vais tourner sur ça. Et en fait, quand j'ai vu que le stock de ce produit-là est parti le premier mois, bon, déjà, je me suis dit qu'il fallait que je change de stratégie dans le sens pour le stock. Il fallait que j'ai les stocks beaucoup plus gros pour pouvoir subvenir aux commandes. Et je me suis dit, pourquoi pas réinvestir mes bénéfices dans un autre produit pour, pourquoi pas, avoir le double, voire le triple de bénéfices dans les mois ou les années qui suivent, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé 2 autres produits, plus ou moins dans la même niche. Et ça a très bien tourné pendant un certain temps, jusqu'au jour où j'ai pris une décision. Une décision où moi j'étais. On en a parlé. Ouais, Et moi j'avais dit, j'aurais pas fait comme ça. ouais. Pour le coup, bon. Et du coup. T'avais pas forcément tort. Du coup, c'était quoi l'idée? Alors l'idée, c'était d'arrêter le business européen et de me lancer uniquement sur le business américain. Parce que le business américain, à savoir quand même que, comme je t'ai dit tout à l'heure, les Américains sont très friands d'Amazon et sont de gros consommateurs. C'est totalement une autre mentalité que les Européens. Et c'est pareil, j'ai été surpris et sur le cul de voir que dans cette niche-là, il n'y avait pas tant de concurrence que ça, voire quasiment pareil qu'en Europe, Ouais. mais sur un pays où il y a beaucoup plus d'habitants et de consommateurs potentiels. Ça arrive souvent. Hein. Et j'étais Ça sur arrive le très cul. très souvent. Hein. Et donc je me suis dit, c'est l'autoroute là, il faut y aller maintenant. Et c'est vrai que j'avais pas forcément les moyens d'assumer les 2 marchés, européens et américains, parce qu'américain, j'avais tablé sur le fait que du coup qu'il y avait pas beaucoup de vendeurs et beaucoup de demandes, que le stock allait partir très très vite. Et au final, ben, un peu de désillusion. Alors ça part, mais pas aussi vite que ce que j'avais espéré. Et du coup, c'est un peu complexe. La pub coûte assez cher. Parce que malgré qu'il n'y ait pas énormément de concurrence, ils ont du fric pour balancer dans la pub. Mais je reste persuadé qu'un jour, ça marchera. Mais je pense que le souci, c'est que, comme on dit souvent sur Amazon, ce qui attire souvent, c'est les commentaires. Et là, pour le coup, comme j'ai refait une fiche en Amérique, j'avais pas beaucoup de commentaires. Je pense que le jour où j'aurai beaucoup plus de commentaires, ça pourra marcher beaucoup mieux. Après, c'est un pari à prendre ou pas. J'y réfléchis encore. Pourquoi t'as pas utilisé le même asine? Alors, j'ai utilisé le même asine, mais en fait, j'avais pas... En fait, à savoir que les vendeurs américains et les vendeurs européens n'ont pas la même, entre guillemets, notion... Enfin, pas le même poids de commentaires. C'est-à-dire qu'en France, j'avais une 50aine de commentaires sur le produit que j'ai lancé là-bas. Ça suffisait amplement pour vendre très bien. J'étais bien noté, j'avais un peu plus j'avais 4,5, 4,6 de note moyenne. Et là-bas, la moyenne des commentaires par produit, c'est 1000, 1500. Donc en fait, je suis arrivé, j'étais un fantôme là-bas presque. Et j'ai quand même réussi à faire mon petit trou, très petit. Mais aujourd'hui, mon gros problème en Amérique, c'est d'avoir plus de commentaires. Clairement. Alors j'arrête pas de faire des relances, j'essaie de trouver des stratégies pour attirer un peu plus les commentaires, etc. C'est loin d'être facile, mais je baisse pas les bras. J'espère que ça va le faire d'ici peu. En tout cas, je vais tout faire pour. Et puis si un jour je me rends compte que c'est un puits et que je gaspille mon temps et mon argent, je reviendrai au fondamentaux entre guillemets et revenir sur le marché européen. Donc là, ça fait quoi? Ça fait combien de temps que tu t'es lancé sur les États-Unis? Ça fait depuis mars 2024. Donc là, ça fait un petit peu moins de 6 mois. Ouais. Pour les Phoenix qui regardent, est-ce que ça serait quoi un petit peu ton regard par rapport à ça? Quelqu'un qui marche bien sur la France, parce que tu as fait plus de 100 000 la première année, 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc avec au final un produit pendant plus de la moitié de l'année et 2 autres produits sur la fin de l'année, mais tu avais quand même plus un produit au final, très très grosse partie de l'année, donc 100 000 avec un produit sur une plateforme, parce que tu vendais que sur la France. C'est quoi un peu là le ressenti que tu as avec des conseils? Quelqu'un qui est dans cette situation, qui lance un produit qui fonctionne bien sur la France, avec le recul des 6 mois, t'aurais fait. Ça serait quoi? Tu as quand même continué comme ça? Ou tu serais dit, en fait, j'aurais peut-être dû faire autrement? Je suis mitigé parce que je regrette pas d'avoir lancé l'Amérique parce que d'une ça m'a appris certaines choses, mais peut-être que j'aurais dû conserver le marché français et conserver mes bénéfices, ne pas les dépenser pour investir un peu moins peut-être
aux USA pour un stock plus petit, parce que là, c'est vrai que j'ai commandé direct un gros stock pour l'Amérique. J'aurais pu commander moins, mais j'ai vu trop grand, et c'est vrai que je me suis un peu pas perdu parce que je gagne quand même ma vie avec, mais pourquoi j'aurais peut-être dû rester un peu plus sur le marché européen et attendre un peu pour me lancer en Amérique. Bah après, Quand ça marche à un endroit, c'est bête de le lâcher. C'est ce que je t'avais dit. Moi, je t'avais dit, dans l'idée, t'as la France qui marche bien. Les étapes plus classiques, surtout quand t'as pas forcément un budget énormissime, c'était de solidifier la France, développer les autres pays européens, et dans un second temps, 2025-2026, marché américain. Mais c'est vrai que pour moi, c'était un peu trop rapide, tu vois, un peu précipité. Mais je pense que je vais passer mon stock en Amérique. Je vais voir. Si je vois que ça commence à prendre au bout d'un certain temps, parce qu'il me reste encore quand même quelques pièces là-bas. Si je vois que ça commence à prendre, pourquoi pas continuer? Parce que c'est quand même... faut savoir aussi qu'en Amérique, les produits, exactement le même produit, hein, se vend en moyenne 10 euros plus cher qu'en Europe. Enfin, 10 dollars, mais bon, hein, avec la conversion, on n'est pas loin. Donc, t'as une marge de bénéfice qui est quand même beaucoup plus intéressante, et c'est aussi ça qui m'avait attiré, hein, elle a pas du gain. Et les pubs. Et les pubs, par contre, Ouais. c'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher. T'as une idée un peu du coût par clic là? Parce que je pense qu'on a des Phoenix qui vont regarder, qui seront intéressés peut-être un peu de détails pour comparer. C'était quoi le coût par clic moyen en France versus US? Alors, le coût par clic en moyen en France, c'était 1 euro, 1,20 € à peu près. US, c'est presque le double. Ouais. Voire le double, selon les mots-clés. Ça peut aller très vite. Ouais. Des fois, j'ai des coûts par clic à 3,40 $, quoi. Ah oui. Ouais. Et c'est là où... Faut pas se louper, hein. Après, t'as des stratégies. Enfin, j'ai adopté, entre guillemets, une stratégie, c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais d'ajuster au fur et à mesure de la journée ton budget, ce qui te permet d'avoir une visibilité tout au long de la journée, mais ça prend plus de temps et plus d'argent que prévu, ça c'est clair. Donc je regrette pas parce que j'ai quand même appris, mais à refaire, peut-être que j'attendrai un petit peu. Après, c'est vrai que j'avais l'exemple de ma compagne où je voyais que ça cartonnait. Alors oui, comme on a dit tout à l'heure, c'est vachement plus niché, c'est vraiment une niche dans une niche, mais de voir qu'elle faisait entre 60 et 80 ventes par jour, ça m'a attiré, quoi. Je me suis dit, moi, si je fais exactement pareil, je peux arrêter mon CDI, mais sans problème. Je vivrai très bien. Tu m'étonnes. Je serai pas riche, mais je serai très bien. Ouais, ça aurait tourné de fou. Oui. Mais attention, parce que c'est pas le même type de marché. Un marché de sous-niche où il y a, pour le coup, très très peu de concurrence. Et détrompe-toi, elle a plus de concurrence que moi sur mon marché. Ouais. Ah ouais. Elle a plus de concurrents que moi dans sa niche. Et elle vend, mais Alors, c'est la différenciation. C'est le fait d'avoir des modèles très spécifiques. Exactement. Parce que ses concurrents font quasiment tous les mêmes modèles. Elle a vraiment fait des modèles différents. Elle s'est vraiment différenciée par rapport à ses concurrents. Et je pense que c'est ça qui a été son point fort. Et qui est toujours son point fort aujourd'hui. Après, on en a parlé juste avant ce podcast. Des fois, c'est pas évident de se différencier sur certains produits. Toi, tes produits, c'est des produits qui sont assez mainstream, qu'on trouve dans plein de magasins. Bon, des fois, on en parle, on dit ouais, qu'est-ce qu'on fait comme différenciation? Il n'y a pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est ça. Ça va être des petits accessoires supplémentaires, etc. Mais puis attention, il y a un autre élément. Mais là, on sort un peu du podcast, mais je pense que ça va vous intéresser. C'est qu'il y a un certain prix dans ton marché. Imaginons, nous, on vend pas mal de masseurs, et des masseurs dans d'autres domaines. Enfin, on a pas mal de trucs, mais c'est des produits qu'on vend. On va dire le marché, il est entre 25 et 60 euros. Ouais. Parce que ça dépend du masseur, etc. Imaginons, et ça, c'est un élément que beaucoup de Phoenix me disent ça. Ouais, mais si je rajoute un masseur plus un autre truc, mais au final, ton prix de vente, il est à 90, c'est trop loin du prix du marché dans ta niche, tu vois. Et après, bah, du coup, les gens, ils achètent pas parce qu'ils se disent, putain, mais 90 balles, la différenciation, elle sort du cadre, tu vois. Donc, il faut trouver des trucs où tu vas rester quand même dans le prix un peu ça. Donc, il faut vraiment réussir à se dire, tu te mets à la place du client, dire, OK, si j'utilise ça, qu'est-ce qui peut leur apporter un truc en plus? Tu vois, je vais te donner un exemple concret d'une idée que j'ai eue ce midi. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais
Nous, on vend des masturbateurs pour hommes. Donc voilà. Et on a une différenciation déjà assez intéressante. On est beaucoup plus cher que la concurrence. Les masturbateurs classiques, bon, tu connais, hein. Non, je connais pas. Pourquoi tu dis que je connais? Ça veut dire quoi, ça? Il est con, celui-là. Non, mais vous connaissez tout ça. Arrêtez. Vu le nombre de commandes qu'on fait. Bah, on connaît, mais ça veut pas dire qu'on l'utilise non plus. Ah, mais vous connaissez. Et puis il y en a qui commandent parce qu'on en vend comme un paquet. On a le masturbateur comme ça, classique. La différenciation numéro 1, c'est de rajouter le gel. Ça, c'est le truc simple. Tu vois, tu rajoutes du gel, etc. Parce que les gens, ils achètent ça. Et là, ce midi, je me suis dit, putain, mais on pourrait aller faire un truc. C'est avec la réalité virtuelle qui va de plus en plus. Ça serait de vendre carrément les lunettes de VR, c'est réalité virtuelle, pour que tu puisses en fait être un peu, tu vois, dans le truc que tu veux. Alors là, je rebondis sur ton truc. Pourquoi pas vendre justement juste une application qui te permet, parce que les lunettes VR, ça va te faire grimper ton prix de ouf parce que ça coûte cher. Mais pourquoi pas vendre, tu rajoutes à ton masturbateur, je sais pas moi, tu crées un logiciel, ça te coûtera sûrement. Ah là, tu dis ça alors, tu voulais créer un logiciel. Non, mais c'est rien. Franchement, c'est rien. Si tu connais un codeur, c'est pas. Ouais. Et tu fais ton application ou tu as un film qui va avec ton masturbateur. Ouais, là, ça devient compliqué. Mais en fait, pour répondre à ça, l'idée, elle était pas forcément bonne de mettre le casque parce que tout de suite, nous, on vend le masturbarateur 60, mais tout de suite, on sera à 80, 90 euros si on prend un petit VR classique, c'est un truc à la con où tu mets ton téléphone à l'intérieur, tu vois. Mais ça ferait augmenter le prix, mais surtout, ça te ferait augmenter les frais d'expédition, la logistique, etc. Je pensais que ça aurait grimpé plus que ça, tu vois. Non, les VR, moi j'en ai vendu il y a 6-7 ans, ça valait déjà que dalle. Je pense que je parle du truc où tu mets ton téléphone à l'intérieur, c'est pas le basique. Pas le VR poussé. Non, pas l'Octopus ou des trucs comme ça, tu vois. Pas un Apple Vision ou un truc comme ça, non. Mais un truc assez basique. Mais ça sort trop de la niche. Tu vois, ça, c'est trop. Et ça va toucher que trop peu de personnes. Donc ça, c'est une mauvaise idée. Le gel, c'est une bonne idée, par contre. Tu vois. Et le gel, après, il faut faire attention, c'est au niveau de certification, etc. Parce que forcément, comme c'est un liquide, ça rentre dans les trucs. Donc quand tu fais des différenciations, il faut réfléchir à tout ça. Et ça, c'est relou. Ouais, la différenciation, ça peut être plein de choses. Ça peut être une option, ça peut être un accessoire en plus, ça peut être plein de choses. Ouais. Mais c'est vrai que dans certains produits, c'est compliqué de trouver quelque chose à ajouter, quoi. Parce que, comme tu dis, quand c'est mainstream, c'est dur de trouver quelque chose à ajouter. Il faut se casser la tête par. Ouais. Et après, c'est l'affiche qui compte, c'est le marketing. Le marketing est très important, je suis d'accord. Marketing, vidéo. Même si le produit est quand même très important, parce que tu peux avoir un marketing de dingue, mais si ton produit est pourri, tu vas avoir de mauvaises notes. Oui. Et derrière, tu feras plus de ventes. Bien sûr. Donc je pense que les deux sont complémentaires. Mais ça, c'est la base. Tu vends pas un produit de merde. Mais un produit bon équivalent sur Amazon, ce qui fait la différence, c'est le marketing. Ah oui, clairement. Clairement, tu peux vendre un produit beaucoup plus cher que ton concurrent qui vend exactement le même, en générique, parce que tu fais un meilleur marketing, parce que tu as de meilleurs commentaires, parce que peut-être tu auras rajouté un petit truc qu'ils n'ont pas, une petite option, un petit accessoire. Ou... Et tu vois, c'est ce que je te dis souvent, nous, dans le programme Amazon Révolution, on a une vraie boutique avec un produit qui tourne déjà depuis 40 mois au moment où on fait cette vidéo. Il tourne depuis début 2021. On a fait, je sais pas, plus d'1 million d'euros, voire 1,5 million d'euros sur Amazon France. Numéro 1 des ventes pendant X temps. Et depuis 1 an, on est dans le top 10, tu vois. Et puis dans le top 5, parce qu'il y a eu beaucoup d'innovations qui sont arrivées depuis ce temps-là. C'est-à-dire que c'est un produit où il y a des innovations, et moi, c'est un produit relativement classique, pas fait vraiment de différenciation. Mais les concurrents qui vendent le même que moi sont tous moins chers. Mais genre 50% moins chers. Ils sont à 30, nous on est à 45. Et je le montre dans le programme, et je le montre dans le groupe WhatsApp, etc. Le fait de baisser le prix, j'en vends moins. Ouais, j'arrive à le monter jusqu'à 50. Et à 50, c'est la cassure. À 49, c'est là où c'est trop cher. 44, alors que les concurrents, ils sont à 30. Mais par contre, donc tu vends un peu moins, mais tu fais plus de bénéfices derrière. Donc je vends plus qu'eux en volume. Tu vends plus qu'eux aussi. Je vends plus qu'eux en volume. Volume et valeur. Pourquoi? Parce que la fiche produit, ça n'a rien à voir. Et puis surtout, il y a les commentaires aussi, parce que j'en ai récupéré beaucoup de commentaires depuis ça, mais on a commencé à 0 comme eux, tu vois. Ah ouais, bien sûr. Nous, on a 500 ou 600 commentaires maintenant, mais ça permet de faire la différence. Parce que la personne va aller dessus, elle va s'identifier parce qu'on a mis des émotions sur les images. Et même les vidéos, elles sont pas terribles, on devrait les refaire. Mais tu vois, c'est ça qui fait la diff. Vraiment, c'est le marketing. Donc là, t'arrives, qu'est-ce que ça donne maintenant là? Donc c'est quoi un peu les nouveaux projets là? Le nouveau projet, c'est peut-être de revenir sur l'Europe incessamment sous peu. De relancer les mêmes produits, mais pourquoi pas mis à jour. Voir un peu les nouveautés qui se fait dans ce type de produit-là. Rajouter de la différenciation, si je peux en rajouter encore, pourquoi pas. Et déjà liquider mon stock américain, voir comment ça va se finir.
si on finit sur une bonne note et pourquoi pas continuer, ou si on stoppe pour y revenir plus tard. Parce que je pense que j'y retournerai à l'avenir. Parce que comme je disais depuis tout à l'heure, c'est un marché qui est énorme. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut y arriver armé. Je suis arrivé un peu avec ma bite et mon couteau, comme on dit. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu costaud. Mais y revenir avec plus d'armes, je sais que j'y retournerai. Parce que j'ai l'ambition d'avoir un chiffre d'affaires plus important que ce que j'ai pu faire en France déjà. Et alors même si je développe l'Europe, on le voit dans ta formation, tu en parles aussi, le marché européen, et même si on prend toute l'Europe, les pays mis l'un avec l'autre, on n'arrive même pas à la cheville du marché américain. Donc alors c'est très bien de commencer en Europe, c'est ce qui m'a permis de commencer d'ailleurs, mais dans l'idéal, si je peux retourner en Amérique, j'y retournerai, ça c'est clair. Ouais, c'est cool ça. On verra pour les prochains épisodes. Ouais. Est-ce que vous pouvez retrouver un paquet de vidéos qu'on a fait? On a fait 3 épisodes tout autour du kiff, je crois. Ouais, toi, t'es le seul qui avait conduit les 3 voitures, hein? 2 ou 3? Attends. Non, la première, tu l'avais pas fait? T'as eu peur quand même, hein? Non, t'as fait 2 ou 3? La première, je suis monté avec toi, mais tu n'avais pas voulu me la faire conduire en plus. Hein. Ça, c'était pas sympa, ça. T'avais pas encore fait assez de chiffres sur Amazon. Allez, vite. T'as conduit les 2. Après, il y a eu le podcast, ouais. Donc, on verra l'évolution un peu de tout ça. Ouais, carrément. Est-ce que tu connais le concept de fin de vidéo, ce qu'on fait? Non. Bah, alors ça, c'est un truc qui n'a absolument aucun sens. Je vais te faire tourner ça, tu sais, comme la pub du loto. Et on va voir sur quoi tu tombes. Et ça n'a absolument aucun intérêt, mais juste ça me fait marrer. Comme ça. Ouais, tu le stoppes. Attends, c'est moi qui tourne. Vas-y. Oh, tu vois, moi je suis pas pile poil dessus, mais côte ouest américaine. Voilà. Alors, comme quoi, tu vois, c'est trop bien ce truc en fait. C'est un signe. C'est un signe, ça veut dire que là, tu vas y retourner. Ah, j'espère. Bon, en tout cas, merci pour ce podcast. Avec grand plaisir, merci à toi. Si vous avez des commentaires, vous les mettez évidemment sous cette vidéo, on y répondra. Puis bon courage pour la suite. Hein. Bien, merci. À toi aussi. De toute façon, on se reverra. Hein. Moi, je pense qu'on se reverra. Bon, allez, en tout cas, merci et on se retrouve bientôt. Bye. À plus.